C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui pour quelque chose qui est extrêmement important pour le fonds, qui est les résultats de l'appel d'offres, de l'appel à projet. Alors, je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous étaient là le 21 juin, quand on a lancé cet appel à projet. Donc des futurs candidats qui étaient dans les starting blocks, etc. Je tiens quand même à rappeler ce que cet appel à projet avait d'exceptionnel. Je pense qu'il était exceptionnel pour plusieurs raisons. D'abord, une évidente, de par le montant mis en jeu. Il est quand même assez rare de voir dans des appels à projets liés de fonds, de fondations et même d'appels à projets publics des montants aussi importants. Si le conseil d'administration a pris cette décision, courageuse, puisque pour être franc, on a un peu joué notre va-tout, on a mis à peu près l'argent qu'on avait en caisse, et je parle sous la responsabilité du trésorier qui est dans la salle, c'est qu'on pense qu'effectivement, si on veut financer des projets ambitieux, eh bien, il faut donner réellement aux personnes les moyens de réaliser ces projets. Et on sait trop que, en fait, souvent, on n'a pas l'argent pour faire, et du coup, on ne fait pas bien, on ne fait pas tout ce qu'on a prévu de faire. Et donc, l'ambition était vraiment de donner les moyens aux porteurs de projets de réaliser des projets ambitieux. Donc, par cela, l'appel d'offres était assez exceptionnel. Il est assez exceptionnel aussi par la méthodologie qui est employée dans le choix des appels d'offres. Et cette méthodologie est en fait toute la base et l'essence du fonds, puisque le fonds est basé sur une parité entre les industriels et les chercheurs, qu'ils soient médecins, scientifiques, qui tous s'intéressent aux relations entre l'alimentation et santé, et comment il faut que la population française, puisque c'est un fonds français, ait les moyens d'avoir une alimentation saine et source de plaisir aussi, ce qui est un élément important. Et donc, la méthodologie, c'est les pôles, donc pôle action, pôle recherche, qui, à parité, ont travaillé pour élaborer ces choix pour ces appels d'offres. Et bien sûr, ça a été un travail de longue haleine où il fallait respecter les désirs, les attendus de chacun, l'éthique de chacun. Et je crois qu'on est arrivé à un cocktail qui aurait pu être explosif et en fait qui a été extrêmement fécond et à cet appel d'offres tout à fait original. Et donc en thématique, bon, vous savez tous la grande thématique, elle sera encore mieux développée par les co-responsables de pôle. Mais à l'heure où tous les programmes nationaux, et on a des représentants, je pense, des programmes un peu dans la salle, obésité, alimentation, ont mis l'accent sur la nécessité de bien faire collaborer les sciences humaines et sociales, la recherche dite fondamentale et aussi les acteurs de terrain. Je crois qu'on est probablement les premiers en France à avoir réellement fait pour ce thème un appel d'offres qui pouvait remplir toutes ces conditions. C'est pas facile de faire de la transdisciplinarité, comme on dit, et de donner réellement les moyens aux gens d'avoir une action transdisciplinaire. Et je crois que, vous pourrez m'apporter la contradiction, mais qu'il y a peu d'exemples actuels d'appels d'offres qui permettent ça. Et puis on a d'autres appels d'offres aussi très intéressants et très originaux. Je pense l'appel d'offres sur les moyens d'information nutritionnelle. C'est quelque chose qui intéresse tout le monde. Mais là, on va pouvoir expérimenter quelque chose et c'est bien. Et puis bien sûr le plaisir alimentaire dont on aimerait bien connaître les secrets et peut-être qu'on aura quelques réponses. Donc il est exceptionnel pour ça. Il est aussi exceptionnel par la méthodologie d'évaluation. Alors, peut-être pas si exceptionnel que ça, puisqu'on a pris une méthodologie qui nous a été imposée par notre conseil scientifique. Je crois qu'il y a un ou plusieurs représentants de ce conseil scientifique, plusieurs. Ce conseil scientifique qui a exigé de nous une grande rigueur. Et notre appel d'offres, sa méthode d'évaluation a été calquée sur ce qu'on a sur les appels d'offres de l'ANR, avec une expertise extérieure, toujours au moins 2 experts, et experts internationaux pour le grand projet, essentiellement internationaux, experts nationaux pour les autres projets. Donc je crois qu'on a eu une rigueur méthodologique qui était indispensable, mais qui a bien été respectée. Donc faire tout ça avec tout ce caractère exceptionnel, c'était un gros challenge. Le premier challenge, c'était que tout ça n'est possible que parce qu'il existe des généreux donateurs qui ont envie de donner à la cause commune dans un intérêt général.
Et dans les circonstances actuelles, où on ne peut pas dire que les circonstances économiques ni même les mesures gouvernementales soient très favorables à la générosité, je crois que ces donateurs sont vraiment à remercier et sont eux aussi exceptionnels. Et le challenge, c'était que la réponse à l'appel d'offres leur montre qu'ils n'ont pas donné leur argent pour rien et que le fonds fait vraiment des choses intéressantes et assez exceptionnelles. Le deuxième challenge, c'était quand même qu'on ait des appels d'offres suffisamment intéressants, parce que c'était bien beau de faire des projets rêvés, enfin d'appels d'offres rêvés, mais s'il n'y a personne pour les faire, ça risquait vraiment de mal tourner. Et ça n'a pas été le cas, vous le verrez. Et puis, le dernier challenge était un challenge d'organisation. Parce que, si vous vous rappelez un petit peu, je n'ai pas de grosse mémoire des dates, mais bon, le fonds a été créé officiellement, Daniel, le 17 mai. Le 17 mai, il a été constitué, le 18 juin, il a été reconnu, et le 21 juin, vous avez ouvert. Voilà. Voilà. Donc, et puis après, le compte à rebours était lancé parce que pour pouvoir faire un appel d'offres en 2011, des problèmes comptables faisaient qu'on devait avoir délibéré avant la fin décembre 2011. Donc le contrat à rebours était lancé, 21 juin l'appel d'offres, et on a fait la marche en reculant. Donc il fallait que les gens rendent leurs projets en octobre pour pouvoir les faire évaluer à l'extérieur, ce qui prend quand même du temps. Et puis la méthodologie qui vous sera expliquée avec notamment le grand oral pour le thème 1 a nécessité tout ce compte à rebours. Et tout ça n'aurait pas été possible sans l'extrême bonne volonté des membres des pôles, et il faut souligner, ce sont des membres volontaires, qui ont été choisis parce qu'ils étaient des membres représentatifs de notre communauté, qu'elle soit scientifique ou industrielle. Ça veut dire qu'ils ont énormément d'autres choses à faire et d'autres responsabilités. Et ils ont passé beaucoup de temps et d'énergie dans ce montage, cette évaluation de l'appel d'offres. Et je pense qu'il faut absolument les remercier. Je vais donc passer la parole aux responsables des pôles qui vont vous expliquer à la fois la méthodologie, comment s'est déroulée cette évaluation. Mais avant ça, je pense qu'il faut qu'on rappelle la mémoire de Xavier. Parce que si Xavier n'avait pas été là, avec bien sûr tous les membres de l'IFN et les membres de l'ANIA qui ont été fondateurs de ce fonds, je crois qu'on ne serait pas là aujourd'hui pour remettre ces prix. Nous allons passer à la présentation de l'appel à projet par les responsables des pôles action et recherche. Alors, je ne sais pas comment vous êtes distribué le travail. Donc, c'est donc Chantal Simon, qui est co-responsable avec Stanislas de Gramont du pôle action, qui va commencer à nous présenter comment ça s'est déroulé, je pense, à propos de la thématique 1. Donc, comme l'a rappelé Martine, l'appel à projet 2011 a été conçu et mis en place par les pôles action et recherche, qui sont constitués à la fois de membres représentant les industriels et de membres de la communauté scientifique. Et vous avez à la table uniquement les animateurs de ces pôles, donc Stanislas de Gramont, Luc Pénicaud et Jean-Philippe Girard et moi-même. Et il y avait donc une dotation potentielle de 1,8 million d'euros, avec un calendrier extrêmement serré, comme on vous l'a dit. Et à l'issue des premières réunions, on avait décidé de mettre en place 3 types d'appels à projets autour de 3 thématiques. Une première thématique qu'on a appelée la grande thématique, le grand projet, parce qu'en fait, il était issu à la fois du pôle action et du pôle recherche. Et je vais vous développer un tout petit peu comment on est arrivé à cela, qui était centré autour des actions alimentation santé. Une thématique 2 qui était plus portée par le pôle action, avec une importance sur l'information nutritionnelle, les choix des consommateurs et l'équilibre alimentaire. Et la thématique 3 sur le plaisir alimentaire, à la fois les aspects de compréhension et de mécanisme. Alors, sur la thématique 1, il s'agit d'un projet qui pouvait être de 2 à 3 ans. Et quand nous avons réfléchi à l'appel à projet en amont, on nous avait donné comme objectif, notamment au niveau du pôle action, de soutenir des actions d'envergure visant à promouvoir des pratiques alimentaires favorables à la santé. Donc lors de la première réunion, on a commencé à réfléchir. Et le premier constat qu'on a fait, c'est que notamment à la suite des différents plans qui avaient été mis en France au niveau national, mais aussi international, il y a un nombre croissant d'initiatives, mais que finalement, la pertinence, l'impact réel, l'équité sociale, la reproductibilité étaient peu documentés pour un grand nombre de ces actions et qu'on avait du mal à faire un listing des actions qu'on pourrait reproduire ou développer à grande échelle avec une certitude
relativement importante qu'on faisait quelque chose d'à la fois efficient, efficace et socialement équitable. Et d'un autre côté, il y avait des scientifiques dans notre pôle, et on avait échangé aussi avec le pôle recherche. Il y avait pas mal de projets, y compris dans le domaine de la nutrition et des changements de comportement, qui avaient toute l'excellence scientifique de la recherche académique, avec souvent même des hypothèses innovantes, mais la plupart du temps, elles étaient testées complètement en dehors des conditions de vie réelles, et on n'avait pas de certitude que la mise en œuvre de ces hypothèses pourrait donner lieu à des actions qui, là encore, remplissent tous les critères qu'on pouvait attendre d'un appel d'offres commun entre industriels et scientifiques, avec surtout des montants aussi importants. Donc l'idée nous est rapidement venue que si on voulait aller plus loin, il fallait bien sûr que, comme toute évaluation devrait faire, mais ne fait pas toujours, il y ait une évaluation du résultat, de l'impact réel, et que si on voulait aller plus loin, il fallait peut-être aussi faire travailler ensemble les chercheurs et les gens du terrain pour essayer d'avoir des actions qui soient innovantes et qui soient expérimentées en conditions de vie réelle. Et ceci était basé sur le fait que nous sommes évidemment tous ici bien conscients de la complexité des pratiques alimentaires, qui dépend bien sûr des déterminants individuels, mais aussi de l'environnement physique et social, et que le seul moyen d'avancer dans le domaine, c'était de mettre ensemble, pour tester en vie réelle, des scientifiques académiques, et pas seulement des gens des sciences de la vie, mais des gens qui sont moins appliqués habituellement dans ce type de démarche, des sciences humaines, sociales et économiques. Et Martine l'a rappelé, c'est vraiment une volonté aujourd'hui des différents plans et des projets de recherche d'essayer de faire travailler ensemble des académiques de différentes disciplines. Et ceux qui connaissent le terrain, ceux qui savent aussi que on peut raconter des choses dans le laboratoire, mais qu'en pratique, derrière, c'est pas aussi facile à mettre en œuvre, qu'il y a des contraintes qui sont économiques, mais aussi culturelles, contextuelles, que les politiques n'ont pas toujours non plus le même calendrier que les chercheurs, et qu'il faut savoir prendre en compte ces différents éléments. Donc, partenaires publics et privés, les collectivités, mais aussi les ONG, la filière agroalimentaire. Et bien sûr, il fallait que derrière, on ait, comme dans toute recherche en santé publique, mais aussi comme dans toute action en santé publique, il y ait une évaluation qui n'était pas obligatoirement une évaluation de type recherche, mais bien une évaluation de l'implémentation et de l'impact de ces projets. Donc c'est à la suite de ces réflexions, puis après avoir échangé avec les membres du pôle recherche, qu'on a décidé de mettre une grosse partie du financement sur un appel à projet commun qui soutiendrait des actions alimentation santé innovantes, ciblant des populations et individus dans leur milieu de vie réel, reposant sur une hypothèse scientifique documentée, sinon on ne peut pas évaluer pourquoi on est arrivé au résultat et on ne sait pas si on peut éventuellement reproduire ça dans d'autres contextes, avec une évaluation rigoureuse en termes de santé publique et reposant sur la mise en place de consortiums public-privé et prenant, si possible, les disparités sociales, parce que vous le savez bien, en termes de promotion de comportements de santé, quels qu'ils soient, c'est vrai pour l'alimentation, et bien souvent, on a plutôt tendance à aggraver les inégalités sociales avec les programmes de prévention qui sont mis en place. Donc il y avait une première thématique ou une première problématique qui consistait à essayer de voir comment est-ce qu'on peut influencer, quels sont les déterminants de l'évolution des comportements alimentaires. Et il y a une deuxième thématique qui est sortie, qui a émergé en partant d'un double constat. D'une part, la gestion de l'alimentation est de plus en plus au cœur des préoccupations des consommateurs. C'est-à-dire que l'alimentation était quelque chose d'assez automatique il y a quelques décennies. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel les consommateurs réfléchissent et se posent des questions. Deuxième constat, il y a de très nombreuses opérations de sensibilisation ou d'accompagnement qui existent. Aujourd'hui, on étiquette les taux de lipides, de protéines, de glucides sur les emballages. Il y a de très nombreuses initiatives au niveau de programmes nationaux comme le PNNS, de très nombreuses initiatives locales ou des actions menées par les collectivités locales, les restaurants d'entreprise, les universités, etc. Et toutes ces initiatives d'accompagnement d'une meilleure connaissance du bien se nourrir existent. Simplement, elles ne font pas forcément l'objet d'évaluation. Et surtout, aujourd'hui, il y a autre chose qui se passe, il y a des nouvelles technologies qui rendent beaucoup plus accessible une information universelle, beaucoup plus accessible et beaucoup plus personnalisée. Et donc, on se dit, en travaillant sur cette deuxième thématique, est-ce qu'il n'y a pas, avec les nouvelles technologies, un champ nouveau
d'information consommateur ou de guidage des choix des consommateurs à explorer. À explorer, et explorer non seulement pour dire on va faire une tentative, tiens, et si on mettait sur nos téléphones portables, en scannant le barcode, les recommandations nutritionnelles de tel ou tel produit, ça c'est une chose, mais surtout, est-ce qu'on est capable d'évaluer l'impact et la capacité de ces systèmes de guidage à influencer les comportements alimentaires. Donc on a travaillé là-dessus et donc on a défini cet appel à projet. Donc c'est un appel à projet qui porte sur 200 000 euros, des projets de 1 à 2 ans. Et en insistant, je dirais, sur, et c'est ça qui est nouveau, original, sur le caractère assez innovant de la démarche. On cherche à promouvoir de nouvelles techniques, on ne cherche pas à ressortir des vieilles lunes, on cherche à promouvoir de nouvelles techniques de guidage. On cherche donc, au-delà des critères généraux que je décris, trouver des systèmes de guidage qui soient plus près des besoins des consommateurs. Aujourd'hui, on peut se rapprocher du lieu de vente, on peut se rapprocher du lieu de consommation, on peut se rapprocher du produit. Il y a plein d'alternatives différentes. Il y a des gens très, très intelligents qui phosphorent dans ces domaines-là. On est intéressé par l'étude, l'impact réel de ces systèmes de guidage sur le terrain, dans la vie quotidienne des gens. On n'est pas très intéressé sur voir ressortir des vieilles lunes comme il faut un équilibre entre glucides, protéines et lipides. On veut voir concrètement comment ça impacte le comportement des gens dans la vie réelle. Et on souhaite et on a souhaité faire en sorte que ce soit très très ouvert sur les nouvelles technologies et les nouvelles technologies, y compris à la pointe de l'innovation. Donc on est assez sensible à la prise de risque nécessaire compte tenu de la vitesse d'évolution des technologies. Je ne vous en dirai pas plus, puisque nous révélons dans quelques instants les gagnants de cet appel d'offres. Bonjour. Peut-être 2 mots sans être trop long. Je crois que c'est important de rappeler que dans ce défi qui nous attendait, il faut, avant de travailler ensemble, apprendre à se connaître. Et je crois que je voudrais le dire devant vous, parce que c'était un défi important. C'est vrai qu'on a toujours l'habitude de mettre le monde scientifique d'un côté et le monde des entreprises de l'autre. Je voudrais dire qu'on a vraiment eu des débats, des échanges riches, responsables également, où chacun a pris le temps d'écouter l'autre. Et je trouve que la production est plutôt belle. Je me permets juste parce que c'est vrai que au départ, c'était pas gagné. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que l'un va effectivement tout faire pour grignoter l'autre. Et puis ça n'a pas du tout été ça. Je crois que c'était plutôt un travail constructif qui a été cranté. Et puis une belle surprise effectivement dans les appels d'offres, puisqu'on a eu quand même pas mal de choix. Et il a fallu, bien sûr, dans ces choix, faire des priorités et en sélectionner. Donc c'est toujours le plus délicat. Je voudrais dire également que c'est peut-être parce qu'à l'ANIA, j'ai une mission particulière. Je représente un peu plus la sensibilité des PME. Bien que je ne les épouse pas au grand groupe. Je ne voudrais pas qu'il y ait Stanislas de malentendu. Au contraire, je trouve qu'on apprend également à mieux se connaître entre les grands groupes et les PME. Et on s'aperçoit qu'au-delà du projet, effectivement, ça cimente un peu tout cela. On se connaît mieux, voilà, et on avance mieux. Et je pense que c'est un véritable défi. Et puis, c'est également pour nos PME une véritable opportunité d'avoir accès à la recherche de haut niveau, ce qu'on n'a pas toujours, bien sûr, dans nos tailles d'entreprise. Et là, effectivement, on est proche des plus grands scientifiques et ça nous permet effectivement de mesurer, avec des mots nouveaux, tout ce que représentent effectivement les défis de l'alimentaire de demain. Et le mot plaisir alimentaire, je crois que c'est un mot qu'il faut défendre au-delà de l'alimentation, de vie et de survie. Il y a également cette notion de plaisir alimentaire qui est un sujet important. Alors, il ne faut pas que je me trompe de... C'est celle-ci ou pas? Non. C'est celle-ci. Voilà. Oui. Hop. Voilà. Sur la thématique 3, sans être trop long, le thème, bien sûr, compréhension et méthode d'étude des mécanismes du plaisir alimentaire. C'est un défi, effectivement. Les mécanismes du plaisir alimentaire, c'est un sujet. Donc, un appel d'offres qui sera à hauteur de 400 000 euros pour un projet étalé sur 1 à 2 ans. Alors, c'est bien sûr compréhension des mécanismes biologiques sous-tendant le plaisir alimentaire. Et puis, conception et validation des méthodes et des outils. C'est vrai qu'il nous faut aujourd'hui des outils de mesure. Comment mesurer effectivement, alors j'aime pas dire mesurer le plaisir alimentaire, mais trouver effectivement des méthodes et des outils pour le faire. Également, alors c'est vrai que sur ce contrôle de la prise alimentaire, il y a effectivement deux sujets, le système homéostatique, bien sûr, et le système hédonique. Bon, bien sûr, notre projet, nous, concerne bien sûr la partie hédonique.
Hein, c'est sur ce sujet-là que nous voulons travailler, nous voulons avancer. Et on verra tout à l'heure effectivement les sujets retenus sur ce domaine. Merci effectivement d'avoir souligné le fait que le travail ensemble s'est effectivement très très bien passé. Et je pense que c'est pour moi effectivement un point extrêmement important et qu'on peut souligner encore ici. Donc juste 2 mots, Martine vous en a déjà parlé, la méthode qu'on s'est fixée pour évaluer ces projets. Donc ça a été un tout petit peu différent entre la thématique 1 et les thématiques 2 et 3. Donc pour la thématique 1, en allant très vite par rapport à ce que vous a dit Martine, je soulignerai 2 phases. Une phase effectivement de présélection des projets. Après, comme vous l'a dit Martine, le fait que ces projets aient été envoyés à 2 experts internationaux. Donc ça a été effectivement un effort aussi des participants, puisqu'ils ont rédigé en anglais leur projet. Ça a été envoyé à ces 2 experts. Les 2 experts ont rapidement, parce qu'ils avaient un délai très court aussi, ils ne sont pas là, mais on peut les remercier aussi parce qu'ils ont joué le jeu, renvoyé ça en 3 semaines. Et puis une première phase où effectivement les membres des pôles action et recherche se sont réunis pour faire la présélection des projets par rapport à ce qu'on voulait retenir. On voulait retenir dans cette présélection le fait qu'on demandait aux gens qui étaient présélectionnés de nous présenter leur projet par oral. Et ça, c'est quelque chose qui nous a tenu à cœur et qu'on a mis en place, soutenu par le Conseil scientifique, comme l'a rappelé Martine. Et je dois dire que c'est une expérience qui est extrêmement intéressante. Donc je pense que si on a à renouveler, on renouvellera, parce que ça nous a permis effectivement de creuser ce que les porteurs avaient derrière la tête, si j'ose dire, d'avoir un dialogue avec eux, de voir les points faibles, les points forts, et de les questionner effectivement pour qu'ils puissent argumenter sur les points qui posaient problème éventuellement au jury. Et ça nous a permis au final, après cette présentation orale des projets, effectivement de sélectionner le projet finalement qui a été retenu dans cette thématique, et surtout de donner des recommandations à la fois pour ce projet, mais également pour ceux qui n'ont pas été retenus, s'ils doivent le présenter à nouveau ou ailleurs, si l'opportunité se présente. Pour les thématiques 2 et 3, pardon, la procédure a été un tout petit peu différente, en ce sens qu'on n'a pas fait de phase de présélection, mais le jour où effectivement le jury s'est réuni, le matin, on a eu cet oral avec 3 experts étrangers qui étaient là et qui ont été les principaux animateurs du débat. Et l'après-midi, les pôles action et recherche se sont réunis séparément et ont examiné effectivement les dossiers soumis par les candidats sur la thématique 2 et sur la thématique 3. Et donc, effectivement, là, on a fait une sélection par pôle des projets retenus sur ces 2 thématiques. Et les résultats... Ah non, un tout petit mot avant. Alors, ce n'est pas encore totalement carré, ce que je vais vous dire, mais effectivement, on a décidé qu'il était important, vu les sommes engagées, surtout sur la thématique 1, d'essayer de faire un suivi. Donc, on voudrait mettre en place un comité de suivi de ce programme, si ce n'est des autres, avec transmission de compte rendu sans doute tous les ans, parce que tous les 6 mois, ça me semble un petit peu prétentieux, avec un petit rapport financier et surtout un rapport technique et scientifique, pour qu'on puisse éventuellement avoir quelques recommandations, là encore, de ce comité de suivi par rapport à ces programmes. Et les résultats sont là. Tu restes là-bas, comme ça tu pourras passer la dia suivante. D'accord. Merci beaucoup. Donc la thématique 1, merci, donc, qui s'appelle « Recherche interventionnelle socio-épidémiologique, impact de la participation et du développement des compétences sur les comportements alimentaires des populations précaires », qui est porté par Mathieu Dubois de la Barre du centre Émile Durkheim. Alors juste un tout petit mot, parce qu'il va vous être détaillé longuement, et il le fera évidemment beaucoup mieux que moi, mais ce qui nous a plu dans ce projet, c'est qu'il relevait tous les points qu'on avait mis comme points importants pour sélectionner les projets. Une hypothèse d'action forte, mais pragmatique, ancrée sur le terrain, un ancrage sur des réseaux d'acteurs de terrain avec une forte implication des collectivités, mais aussi d'acteurs de la filière agroalimentaire. On était vraiment dans cette thématique commune qu'on souhaitait soutenir. Une action d'envergure régionale, mais avec une ambition affichée de comprendre ce qui marche et comment pour éventuellement envisager une diffusion nationale, voire internationale. Des aliments et des pratiques alimentaires qui sont pris dans leurs dimensions multiples, l'offre, mais aussi sociale, culturelle, hédonique, et sur les compétences individuelles, mais pas seulement les connaissances. Enfin, une évaluation rigoureuse, selon les critères les plus stricts de santé publique, mais originale, avec une approche quantitative et qualitative, donc l'implication des sciences sociales et humaines,
l'implication de méthodologies également. Et enfin, je dirais presque cerise sur le gâteau, il y avait une prise en compte des disparités sociales puisque ça ciblait plus spécifiquement ces milieux-là. Donc vraiment l'ensemble des critères étaient pris en compte dans cette action vraiment de grande envergure et dont on espère qu'on tirera beaucoup d'informations pour qu'elle puisse éventuellement donner lieu à des actions, à une dissémination encore plus importante. Merci Chantal. Est-ce que vous pouvez nous préciser combien de projets ont été reçus, combien retenus au premier tour? Tout à fait. Alors, excuse-moi, donc il y a 15 projets qui avaient été soumis. On en a retenu 3 pour l'oral. Et donc, c'est ce projet-là qui a été retenu de façon définitive. Merci. Bien. Sur la thématique 2, donc on a reçu 7 projets, on en a retenu 2. L'un sur l'évaluation et l'optimisation des systèmes de guidage nutritionnel proposés aux consommateurs grâce au TIC, porté par Anne-Laure Becquet de l'Institut national de la consommation. Et l'autre, intitulé « Étudiants consommateurs vers l'équilibre », porté par Patrick Lomberger du CLUS de Brest. Alors, on est très heureux des résultats obtenus car la thématique était très innovante et Martine disait en introduction que le risque est aussi de ne pas avoir de réponse et les projets sélectionnés sont à la hauteur de nos ambitions. La sélection a été assez consensuelle car ces 2 projets se distinguaient vraiment, l'un par la pertinence et la modernité de l'outil qu'il va observer et l'autre par les partenariats avec les acteurs locaux, l'ambition et le public étudiant auquel il s'adresse. On est en conditions de vie réelle et on était assez attentif et attaché à cet aspect des choses. Petite anecdote, on avait beaucoup parlé de l'alimentation au milieu étudiant dans les premières réunions du pôle action. Donc on était très alignés sur le fait que ce projet-là touchait quelque chose qui était sans doute un sujet sensible en termes de comportement alimentaire. Nous espérons bien sûr que ces projets se dérouleront pour le mieux et nous permettront de répondre à nos questions, mieux appréhender les possibilités, les usages des nouveaux super technologiques pour un mode de vie plus sain, une alimentation plus saine. Et donc sur la thématique 3, il y a eu 8 projets soumis et 4 de retenus. Donc vous avez les titres là, évolution de la sensibilité centrale de la leptine après gastric bypass et son implication dans les voies homéostatiques et hédoniques de la régulation de la prise alimentaire, porté par Marie Pigère de l'Université de Lille. Nourrir de plaisir, mesure du plaisir alimentaire de l'enfant via Internet, porté par Sandrine Monnery-Patrice de Dijon. Un modèle neurocomportemental du plaisir alimentaire, l'exposition à des aliments sucrés à l'adolescence et ses conséquences, porté par Martine Cador de Bordeaux. Et interaction entre les facteurs satiétogènes et la dopamine dans le mécanisme du plaisir alimentaire, porté par Sergueï Fetisov de Rouen. Donc, juste un commentaire par rapport à cette sélection. Vous avez vu que dans l'appel d'offres qu'on avait lancé, effectivement, il y avait à la fois la compréhension des mécanismes biologiques sous-tendant le plaisir alimentaire, qui est une notion qui est parfois difficile à appréhender, et puis éventuellement le développement de nouvelles méthodes pour mesurer ce plaisir. Donc on a été à la fois, je pense, content de recevoir 8 projets, un petit peu déçu parce qu'on a reçu très peu de projets chez l'homme finalement. Donc vous voyez d'ailleurs que sur les 4 projets sélectionnés, il y en a un seul qui est fait dans l'espèce humaine, c'est celui sur l'enfant, parce que l'adolescence, vous le verrez, c'est chez le rat. On a été un petit peu surpris du titre aussi, nous aussi. Donc voilà, on aura quelques explications sur ce qu'est un rat adolescent. Donc c'est vraiment les 3 autres sont des projets très neurobiologiques avec essayer de mieux comprendre les voies impliquées, les mécanismes neurobiologiques qui sont impliqués dans cette notion d'hédonisme et de plaisir. Voilà.